Ce que je disais par rapport aux oasis et par rapport à... D'ailleurs, l'ouvrage ou la monographie que j'ai consacrée, elle s'appelle La construction de la mémoire, le lignage et la sainteté dans l'oasis d'Elksar. Donc, on voit bien en fait que l'approche ou le parti pris est, le constructivisme. C'est-à-dire, part de l'idée que c'est une identité construite, elle n'est pas essentielle, même si elle se donne comme essentielle, justement. Et puis, justement, en jouant sur cette clôture. Il n'y a pas de plus beau comme métaphore que l'oasis en disant, mais enfin, c'est clôturé. Une fois qu'on est dedans, on ne voit que ça, quoi. Enfin, alors que finalement, comme je l'ai dit, c'est une circulation continuelle d'individus, de marchandises, de biens, de généalogies, de motifs. Et cela m'a permis en fait de voir d'un peu plus près le rôle de la généalogie. En fait, est-ce que pour reprendre un ouvrage qui m'a beaucoup aidé, mais il y en a tellement, de Paul Veyne, des Grecs ont-ils cru à leur mythe. En fait, moi, je me suis posé la question de savoir est-ce que les Oasiens ont cru à leur généalogie. Parce que c'est ça, au fond, en reconstruisant et bien sûr en faisant des liens et puis en comparant, etc., je me suis aperçu que toutes les généalogies, en fait, c'était des généalogies complètement reconstruites. Et souvent, elles sont arbitraires, quoi. Enfin, et que les ancêtres qu'on déclare, en fait, ne le sont pas vraiment, ou en tout cas pas ce qu'on croit. On est tout le temps dans l'élaboration, la réélaboration. Et dans un premier temps, j'avais une vision un peu objectiviste, finalement, du travail sur le terrain et un peu objectiviste de la généalogie de la croyance. Je suis parti de l'idée, au fond, que ce qu'on raconte sur la généalogie ou ce qu'on raconte sur ces croyances, c'est du vrai, quoi. Enfin, on dit vrai, quoi, en fait. Et là, c'était une perspective, finalement, qui ne tenait pas compte des stratégies d'action et des logiques de situation des acteurs. Et très vite, je me suis... Enfin, très vite, non, c'est pas si rapide que ça, mais enfin, je me suis aperçu à un certain moment que, finalement, les généalogies oasiennes sont des généalogies situationnelles. C'est-à-dire, on reconstruit les généalogies en fonction des intérêts du moment, en fonction des légitimations, des parts d'eau, des conflits. Donc, il y a des généalogies reconstruites, il y a certains ponts d'ancêtres qu'on a complètement oubliés, d'autres qu'on l'a plutôt mis en avant. Donc, c'est plutôt quelque chose qui relève d'une logique de l'action, plutôt que d'une logique de contenu. Voilà. Donc on revient un peu à Michel de Certeau, à savoir que l'action, que la croyance relève d'une logique d'action plutôt que d'une logique de contenu. Hein. Et pour moi, ça a été vraiment très important. J'ai cité les Grecs ont-ils cru à leur mythe, Paul Veyne, c'est au fond la question qui se pose, quoi. C'est la question de la croyance et de la vérité. Hein. Il n'y a pas une vérité en soi, il n'y a pas une croyance. C'est-à-dire que la croyance ne renvoie pas à l'univers. Je veux dire, pas de la fabulation, mais qui renvoie à un univers qui n'est pas aussi vrai que l'histoire. Donc il n'y a pas cette opposition à faire entre une histoire linéaire qui se déroule et qu'on peut vérifier dans les archives, et puis une croyance ou une histoire générationnelle, une histoire en fait qui relèverait plutôt des Oasiens, c'est-à-dire au fond d'une mauvaise science, quoi. En fait, c'est un peu ça. C'est-à-dire au fond, les Oasiens. C'est pour ça qu'à un certain moment, je me suis posé la question. Mais en fait, bon, les Oasiens, au fond, ils racontent pas n'importe quoi, mais enfin, ils racontent des choses qui sont pas vraies. En fait, qu'on peut pas vérifier dans les généalogies, parce que si je vais voir dans les archives, et je remonte parfois même au XVIe, XVIIe siècle, ce qu'ils m'ont dit que
ce qu'étaient leurs ancêtres ou ce qu'ils ont reconstruit ne correspondait pas. Alors, est-ce que, justement, est-ce qu'il faut les considérer comme des gens qui racontent des histoires, ou qui se racontent des histoires pour masquer je ne sais pas quoi, ou bien est-ce qu'il faut prendre au sérieux cette logique de croyance? Pourquoi? Parce qu'elle ne relève pas d'un contenu. Hein. Il ne s'agit pas, en fait, de prouver la véracité ou l'historicité d'un événement. Les Oasiens n'en ont rien que faire. Ce qui les intéresse, c'est les logiques de situation. Dans quelle mesure tel ancêtre, si je l'affirme aujourd'hui que c'est mon ancêtre et que je peux reconstituer la généalogie, je vais pouvoir affirmer ma prééminence sur les parts d'eau, je vais affirmer ma prééminence sur tel ou tel. Donc, au fond, ça relève d'une logique pragmatique. Hein. Et donc, les Oasiens, comme pour les Papous, ne sont pas si irrationnels que ça. Ils relèvent d'une logique de situation qui fait qu'ils croient ce qui est pour eux important de croire à un moment donné de la logique de situation. Et d'ailleurs, je l'ai vu à l'œuvre, dans certaines circonstances, les ancêtres, ou certaines généalogies ne sont plus données dans certains contextes. Hein, parce que le contexte n'est pas le même. Donc les Oasiens étaient capables de jouer sur les généalogies et de fournir au fond les généalogies qui intéressaient le locuteur. Alors certains, parfois, certaines généalogies sont mises en avant et chez les mêmes personnes, dans d'autres circonstances, elles ne sont pas mises en avant parce que l'enjeu n'est pas le même. Donc, en fait, on n'a pas à avoir à un mode de croyance irrationnel ou un mode de croyance non élaboré ou pas suffisamment historique parce qu'il n'est pas fondé sur les documents, mais plutôt à une croyance-action qui fait que les gens savent parfaitement ce qu'ils font et si ils entretiennent leur généalogie, s'ils les manipulent, c'est dans une perspective bien précise. Et c'est là où ce que j'ai appelé à un certain moment aussi, dans un des textes, qui accompagnent ce terrain, quoi, en plus de la monographie, savoir de l'oasien, savoir du scientifique, savoir de l'oasien, savoir du savant ou du scientifique. C'est pour juste montrer en fait qu'il n'y a pas une opposition à faire entre le savoir. Il n'y a pas une opposition de nature. Il n'y aurait pas une différence de nature entre le savoir indigène, hein, pour aller vite, et le savoir scientifique ou le savoir de l'anthropologue. Enfin, voilà, savoir indigène, savoir de l'anthropologue. Les deux ne poursuivent pas la même finalité. Les deux n'ont pas la même, ne poursuivent pas la même efficacité, quoi. Enfin, donc c'est pour ça que ça ne sert à rien de reprocher aux Oasiens de ne pas faire de vraie généalogie, de bonne généalogie. Parce que c'est pas ça qui les intéresse. C'est pas de faire des généalogies qui correspondraient à une historiographie savante. Ce que moi j'ai pu faire par ailleurs en travaillant sur les archives et tout, j'ai bien compris que finalement les généalogies reconstruites ne correspondent pas aux documents la plupart du temps, quoi. Enfin, mais que si elles ne correspondent pas, c'est parce qu'il y a une raison pour cela. Et c'est cette raison-là qui m'a intéressé. À chercher. Et du coup, donc j'ai déplacé le regard et en me disant, au fond, les Oasiens, parce au fond, ce que je devrais regarder, je devrais voir comme eux les choses, c'est-à-dire en quoi telle généalogie est efficace à un moment donné et en quoi elle ne l'est pas. Et donc, on n'a plus à voir affaire à un savoir qui serait insuffisant, le savoir de l'indigène, un savoir qui serait approximatif, puis de l'autre côté, le savoir de l'anthropologue qui, lui, se fonderait sur une histoire vraie ou une histoire reconstruite, etc. Et à la limite, si je dois faire une reconstruction historique, c'est pas ça qui va me faire découvrir mon objet. Au contraire, je peux même rater mon objet en m'obstinant en fait à ne pas comprendre la logique de l'oasien. Donc voilà, donc ça m'a permis en fait de faire des déplacements pour finalement aboutir à l'idée que finalement l'oasien s'il y a une différence, elle n'est pas du tout une différence de nature, hein, parce qu'il est capable aussi de manipuler les généalogies, il est capable aussi de faire référence à l'historiographie, et moi je les ai vus à l'œuvre, enfin ils peuvent être redoutables, quoi, enfin, parce qu'ils vont aller voir dans les livres, ils vont aller voir dans les reconstructions, et puis ils peuvent vraiment me coller, quoi, enfin, c'est-à-dire. Pourquoi? Parce qu'ils ont intérêt à un certain moment aussi de construire des généalogies qui puissent être
qui puisse avoir un effet sur le locuteur. Donc, en fait, ce que j'ai découvert, c'est l'effet illocutoire à la fois de la mémoire et du document. Et donc, c'est un terrain qui m'a ouvert vraiment beaucoup de perspectives, puisque moi, j'ai été enfermé naïvement dans une perspective positiviste du document. Je suis parti de l'idée que le document doit dire vrai. Et que si les Oasiens, en fait, ne disent pas ce qu'il y a dans le document, parce que, en fait, j'ai oublié de dire que les Oasiens, c'est des gens qui sont extrêmement soucieux de faire étalage des documents notariés dont ils disposent. Parce que c'est une société de l'oralité, mais c'est surtout ou aussi une société de l'écrit. Donc voilà une des particularités, justement. Là aussi, de nouveau, on fait complètement sauter cette séparation de l'écrit et l'oral. Nous sommes dans les sociétés de l'oralité, bien sûr, parce que toutes les sociétés agricoles, rurales, elles fonctionnent. Bon, mais en même temps, c'est une société aussi de l'écrit, puisque quelque part, il y a des actes notariés, quelque part, on peut toujours faire preuve de documents, d'attestations notariées pour dire, bah voilà, moi, ma propriété, elle date de telle ou telle époque, mais on peut aussi faire référence à des événements historiques en disant, bah voilà, mes ancêtres étaient là au moment où il y a eu tel ou tel événement, par exemple, bah, je ne sais pas, enfin, à un moment clé de l'histoire politique de la Tunisie, etc. Donc, on était capable de faire de l'histoire, on était capable de mobiliser des documents, mais en même temps, on était capable de les manipuler, on était capable de jouer avec de telle sorte que ces documents et ces généalogies puissent correspondre à ce qu'on veut leur faire dire ou ce qu'on veut leur faire croire. Donc, un élément qui m'a beaucoup intéressé dans ce terrain, c'est un peu comme la question du document, hein, du document tel que l'a travaillé d'ailleurs Michel de Certeau, et même tel que va la travailler aussi Paul Ricoeur. Donc la question, mais au fond, c'est quoi la trace, c'est quoi le signe, c'est quoi le document? Est-ce qu'il dit vrai? Et ça veut dire quoi, dire vrai? Donc c'est la dimension discursive du document que j'ai retrouvé, ou en tout cas que j'ai découvert à travers ce terrain. À savoir qu'un document ne dit en soi ne dit ni vrai ni faux. C'est-à-dire tout dépend du point de vue dans lequel on se place, et tout dépend de la manière dont on va mobiliser les éléments dans une stratégie argumentative. Et ce terrain m'a été vraiment extrêmement important dans la mesure où j'ai abouti sur une réflexion sur le document, sur laquelle je veux revenir, mais aussi sur la mémoire et l'oubli. Une dimension importante dans les oasis, c'est le fait justement que c'est une machine qui, à la fois, sursature parfois certains événements, mais en même temps, elle a tendance à oublier d'autres. Donc, la mémoire ne va pas sans l'oubli. Et là, franchement, il faut le dire, hein, c'était une problématique dans les années 80 qui n'était pas beaucoup travaillée. Et après, c'est venu, et notamment Nicole Lapierre. Donc, il y a vraiment, et ça c'est un élément notamment chez Nicole Lapierre que j'apprécie, c'est justement toute cette réflexion sur le rapport entre mémoire et oubli, et comment, au fond, la mémoire ne peut pas fonctionner sans oubli. Hein, et que les deux vont ensemble, et qu'au fond, on n'a pas affaire à une conception objectiviste, ni de la mémoire, en tout cas pas une conception objectiviste de la mémoire. La mémoire, elle est faite de trous. Enfin, et c'est ce qui permet à un certain moment, finalement, à l'histoire de se faire, quoi. C'est-à-dire, l'histoire et la mémoire n'est jamais complètement cumulative, elle est sélective. Et c'est cette dimension-là qui m'a permis, au fond, de déboucher un peu plus tard sur toutes les questions de la modernité, à savoir la question de la commémoration, hein, et de la trace et de l'archive. Et que finalement, tout ce que j'ai pu analyser dans le domaine des oasis, en fait, c'est des problématiques qui relèvent de la modernité, qui relèvent des questions de l'histoire et de l'archive et du document, et que notre modernité elle-même fonctionne sur le trou, sur l'oubli,
d'où les commémorations. Après tout, nous, on reproche aux sociétés traditionnelles, au fond, d'avoir des trous dans leur mémoire ou de ne pas être très efficaces du point de vue de la reconstitution historique, et qu'il y a beaucoup d'oubli. Mais au fond, on oublie que l'histoire moderne et l'historiographie moderne et toute la modernité, elle est basée sur le même processus. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune société qui fonctionne sur un plein de mémoire. Au contraire, elle est sélective. Et là, j'ai fait un article qui s'appelle La mémoire et l'oubli sur les commémorations, enfin, donc je n'ai pas le titre exact, mais qui reprend cette question, mais en la visitant à propos des questions de la commémoration dans la société moderne, que ce soit les fêtes laïques, les fêtes de commémoration, la révolution elle-même, quoi. Enfin, c'est-à-dire ce phénomène qu'est la révolution, dans quelle mesure relève de la commémoration et dans quelle mesure il relève d'une lecture sélective. Donc toutes ces questions qui, à un certain moment, ont abouti, notamment chez Paul Ricoeur, donc à travers la notion de temps et récit, comment ces problématiques, finalement, sont des problématiques de la modernité, sont des problématiques de la contemporanéité. Et de nouveau, il n'y a pas cette opposition société traditionnelle, société moderne, tradition orale, tradition écrite, savoir populaire, savoir savant, etc., n'ont pas lieu d'être. Alors pour finir avec ce terrain, il y a une dimension que j'ai trouvée importante, c'est justement l'idée, la dimension discursive du document, c'est-à-dire comment on peut partir d'un document qui existe. Les Oasiens ont beaucoup de documents, ils aiment beaucoup sélectionner ces documents, que ce soit des généalogies ou des actes notariés, mais ces documents, en fait, ils n'ont de valeur que ils n'ont de valeur que discursive. C'est-à-dire, on les met en avant ou on les utilise que si ils remplissent une fonction qu'on puisse mettre à contribution pour une raison ou une autre, en tout cas pour des raisons pragmatiques. Et par exemple, là, j'ai été confronté au début, et ça me rendait un peu perplexe. Au début, j'arrêtais pas de faire, comment dire, une sorte de recherche presque policière, de trouver des documents. Hein. Parce que moi, je partais de l'idée que si je trouvais des documents, j'allais reconstituer l'histoire des généalogies et l'histoire de l'Oasis de façon positive, sinon positiviste. Et puis je me suis aperçu au fond que les Oasiens ne fonctionnaient pas du tout sur ce mode, et que même s'ils ont des documents, soit ils les cachent, parce qu'ils ne correspondent pas en fait à ce qu'ils aimeraient mettre en avant, et ils me les cachent en me disant ah non mais je les ai pas, ah oui il faut revenir à un autre jour, ou alors ils les font miroiter, c'est-à-dire comme s'ils les avaient alors qu'ils les ont pas. Donc on voit bien en fait qu'ils ont le souci du document, ils ont le souci d'une sorte de vérification empirique, mais ils savent très bien en fait que pour eux que l'enjeu est bien au-delà de la comment dire euh, euh, bien au-delà bien au-delà comment dire de la preuve. Enfin, il ne s'agit pas de prouver. Enfin, bon, donc voilà, c'est cette dimension-là aussi qui m'a beaucoup frappé et qui m'a amené à m'intéresser à la question du document de la trace, notamment dans les Tchuringa, chez Lévi-Strauss, quand il essaye de comprendre en fait comment chez les aborigènes australiens, comment en fait on arrive à, à construire une archive en fait, à partir de l'oralité et puis à partir de traces qui sont les Tchuringa, qui sont des supports sur lesquels sont censés se trouver gravés les rêves mythiques, et comment en fait de nouveau cette histoire de documents et cette histoire d'archives relève toujours d'un accord social, et relève toujours comme le dit Ricoeur, mais comme le dit
comme le dit Michel de Certeau, elle relève toujours d'une autorité, enfin d'une autorité archivistique, mais que l'archive en soi, en fait, n'existe pas. C'est ce qu'on fait dire à l'archive et la manière dont on construit l'archive et le document qui va nous instruire ou qui va nous donner des indications sur ce que les uns et les autres entendent par le document. Donc voilà quelques éléments qui m'ont intéressé dans ce terrain, quoi, en fait.